Comment ils vont? Vous ne rêvez pas? Ça reprend. Et il y a 1 million de questions qui se posent, les gars. Quelles sont les nouvelles règles? À quoi va ressembler cette F1 2026? Qui sera devant? On va répondre à toutes ces questions dans cette preview qui est, on va se le dire, ultra importante avant ce début de saison. Parce que je peux vous dire qu'il y a moyen qu'en Australie, ça soit chaotique. C'est parti. Ce week-end, c'est le Grand Prix d'Australie. La F1 reprend enfin ses droits avec une toute nouvelle réglementation qui peut tout bouleverser. On ne sait pas à quoi la course va ressembler. Une équipe pourrait ne pas participer. Avant ce premier Grand Prix de la saison, on a vraiment énormément de choses à se raconter. Allez, on en parle. C'est la première preview de la saison, les gars, et vous ne pouvez pas imaginer à quel point j'ai hâte que ça commence. On va charbonner cette année avec mon équipe. D'ailleurs, au moment où je vous parle, je suis à Melbourne. J'ai la vue sur les immeubles, là. Je suis pas mal. Pour suivre donc le premier Grand Prix. Alors, pour nous donner un max de force, abonne-toi, laisse-nous un grand pouce levé, et surtout, profite de la vidéo. La saison 2026 de F1 reprend. C'est assez ouf de se dire ça, les gars. J'ai l'impression que le dernier Grand Prix de 2025, c'était hier. En vrai, la pause a été hyper courte, on va pas se mentir. Et vu l'ampleur des nouveautés que la F1 propose, c'est normal. On a suivi ensemble toute cette pré-saison avec des débriefs et des vidéos liées au sujet chaud de cet hiver incroyable. Et perso, ça m'a grave donné envie de suivre cette saison de F1. Alors je sais qu'on vous a parlé de plein de choses qui pouvaient paraître inquiétantes, qui concernent la nouvelle réglementation, l'électrique, la capacité des pilotes à se suivre, tout ça. Et en vrai, c'est normal parce que si on ne le faisait pas, on ne remplirait pas notre rôle. Mais les gars, il y a aussi un max de trucs hyper cool qui se présentent. Je vais vous faire la liste de ce qui me hype en ce début de saison. Et vous me direz en commentaire si ça déclenche le même sentiment chez vous. D'abord, et je vais voir le verre à moitié plein cette fois sur le sujet, la nouvelle réglementation. Alors je vous fais un rappel détaillé de tout ça dans la prochaine partie, mais ça peut être un kiff énorme. La hiérarchie peut être bouleversée, ça va amener à des interprétations du règlement hyper nouvelles, et même si effectivement il y a des doutes, c'est sûr que ça va être passionnant. Vous imaginez le nombre de questions que tout le monde a là? On va découvrir les choses au fur et à mesure que les choses avancent, mais les équipes aussi. Pour le moment, personne ne sait exactement ce qui va se passer, et la F1 est plus imprévisible que jamais. C'est pas cool ça? Quoi? C'est pas cool? Vous préfériez quand on savait à l'avance qui allait gagner? Je ne crois pas. Bon, ça, c'est pour les nouvelles règles. Ensuite, on a des nouveaux acteurs qui vont rythmer cette saison. Audi a racheté Sauber et arrive en tant que constructeur, ce qui est incroyable quand on y pense. Audi en F1, les gars, quand même. Ça va être hyper cool à suivre parce que déjà, eux en F1, t'as compris. Et puis parce que les constructeurs qui font toutes les pièces vont avoir un avantage, au moins en début de réglementation. Alors leur arrivée récente fait qu'ils ne seront pas devant, mais leur progression va être hyper intéressante, d'autant plus qu'en général en motorsport, ils sont pas vraiment là pour compter les perles. Perso, ça me hype de fou. Et puis il y a Cadillac, la toute nouvelle équipe de la grille, qui fait monter le nombre d'équipes à 11 et celui des pilotes à 22. Encore un team qu'il va falloir suivre avec la plus grande attention. C'est une équipe américaine, avec 2 pilotes bien connus qui font leur retour, donc Valtteri Bottas et Sergio Pérez, et un immense défi qui est de réussir à faire des résultats assez rapidement quand même. Un défi conséquent quand tu connais le niveau de ce sport. Eux aussi, ça va être vraiment cool de suivre leur trajectoire. Autre point qui me fait kiffer, les pilotes français. Esteban, il va avoir un gros défi chez As, j'en ai parlé dans cette vidéo. Pierre aura une voiture qui devrait lui permettre de faire mieux que l'an dernier. Et Isaac roulera dans un top team. Les gars, on va se le dire, on n'est pas à l'abri de revoir des podiums français en 2026. Je ne veux pas leur porter l'œil, mais c'est possible. J'ai hyper hâte de voir ce que ça va donner. Autre point très cool de cette saison, c'est les innovations. On a vu qu'il y a de la place pour inventer des concepts pendant les essais. Dédicace à Ferrari à ce niveau-là parce qu'ils ont fait fort. Et il est probable que ce soit un truc qu'on voit régulièrement au fil de la saison. Imaginez si ça commence à sortir des bails du niveau de leur aileron arrière là, ça peut être lunaire complet. Enfin, cette saison, on va aller sur un nouveau circuit. Madrid, c'est en septembre, c'est une nouveauté et ça va être aussi naturellement un sujet chaud de cette saison. Peut-être aussi pour des raisons pas top, parce qu'en vrai, on ne sait pas s'ils vont être prêts. D'ailleurs, vous l'avez peut-être lu, mais on n'est pas à l'abri de changements dans le calendrier au vu de ce qui se passe au Moyen-Orient. Vous l'avez vu, j'imagine, la région s'est embrasée avec le conflit qui s'est déroulé en ce moment, et il est possible qu'on ait des annulations pour les Grands Prix de Bahreïn et d'Arabie Saoudite. La F1 et la FIA sont en train de mesurer la situation et de voir quelles solutions elles peuvent trouver. D'ailleurs, des remplacements par des courses en Europe sont sur la table. On parle d'Imola, du Portugal, de l'Allemagne, de la Turquie. Même si j'avoue, je pense que la priorité, ça sera Imola. D'ailleurs, il faut que vous sachiez que pour cette raison aussi, la FIA a supprimé le couvre-feu du Grand Prix d'Australie. Donc ça veut dire que les équipes pourront travailler pendant la nuit, puisqu'il y a eu des problèmes d'acheminement du fret et du personnel à cause du conflit au Moyen-Orient. Donc certaines équipes ont pris du retard. Pour cette raison, il n'y aura pas de couvre-feu, je vous le répète. C'est une décision inédite et qui ne s'appliquera qu'au Grand Prix d'Australie a priori. À ce sujet, je vous tiens au courant. Bref, je suis hypé par cette saison de F1 pour toutes ces raisons. Dites-moi en commentaire si c'est votre cas aussi. Il y a plein de choses que vous devez savoir avant le début de cette saison de F1. Et c'est dans cette partie qu'on va aborder tout ça. L'idée là, c'est de vous parler un peu de tout ce qui change en vue de cette saison, que ce soit au niveau des voitures ou des courses. On va évidemment le faire moins dans le détail que ce que j'avais fait dans cette vidéo. Là, on était vraiment entré dans les arcanes de la réglementation. Et je pense que c'est normal de faire ça dans la première preview de la saison, étant donné de l'ampleur des changements qu'on va voir. Bon, d'abord, les voitures. Ne soyez pas étonnés si vous les trouvez plus petites. Elles le seront. Elles ont été réduites de 200 mm en longueur et de 100 en largeur.
et les pneus seront aussi plus étroits comme vous pouvez le voir ici. Ces F1 elles sont aussi plus légères puisque le poids minimum passe de 800 à 768 kg cette saison. C'est le retrait du MGUH qui déclenche ça en grande partie. Vous l'aurez vu aussi, il y a des nouvelles choses au niveau aéro sur ces voitures. Les tunnels Venturi sont plus présents sous la voiture, le diffuseur est plus imposant, les ailerons sont simplifiés, des bargeboards font leur apparition. Évidemment j'en passe, allez voir cette vidéo pour tout savoir. En tout cas, même si en soi elles ressemblent un peu de loin à leur devancière, ces voitures sont bien différentes au niveau de l'aéro. Elles ont beaucoup moins d'appui, elles génèrent beaucoup moins de traînées et les objectifs, je vous les redonne, c'est améliorer le racing par la réduction du dirty air. D'ailleurs, on va aussi voir un truc qu'on va appeler l'aéro actif, donc les ailerons avant et arrière qui s'ouvriront et se fermeront dans les lignes droites et virages. Du coup, à la place des panneaux DRS, vous devriez voir des panneaux SM pour Straight Mode dans les zones autorisées pour ouvrir l'aéromobile. D'ailleurs, il faut savoir qu'il y aura des zones un peu plus courtes sur certains circuits selon les conséquences potentielles niveau sécurité. Il est aussi possible que la FIA impose qu'on ouvre seulement l'aileron avant dans ces conditions. Par exemple, j'imagine s'il y a un virage un peu rapide et un peu dangereux. Voilà pour l'aéro. Mais le plus gros changement de cette réglementation, évidemment, c'est le moteur. Toujours un V6 turbo, mais un hybride à 50% électrique qui va changer énormément de choses. La batterie recharge beaucoup plus, le double d'avant, et c'est un élément qui pose énormément de questions avant ce début de saison. Et oui, le moteur, il va être scruté, tout simplement parce qu'il va conditionner la perf des équipes dans un premier temps. On reparle de ça dans le chapitre suivant sur la hiérarchie. Autre élément hyper important, les équipes utiliseront du carburant responsable, donc du biofuel pour faire rouler les voitures. Ce qui pose d'ailleurs pas mal de soucis puisque les fournisseurs ont du mal à les faire homologuer. On en reparlera dans une prochaine vidéo. Très important, même essentiel dans cette nouvelle réglementation aussi, les modes boost et overtake qui vont jouer des rôles essentiels dans la course. D'abord, overtake, une puissance électrique supplémentaire que les pilotes pourront utiliser sur un tour, à condition qu'ils aient été à 1 seconde du pilote devant eux, au moment de l'unique zone de détection sur le tour précédent. La ligne de détection devrait se situer dans le dernier virage d'ailleurs sur la plupart des circuits. J'ai vraiment hâte de voir comment les pilotes vont gérer ça. Ensuite le mode Boost, qui est juste une évolution de ce qu'on avait déjà en ce qui concerne l'utilisation de l'énergie. En gros, c'est une énergie additionnelle que les pilotes peuvent déployer quand ils le veulent, en une ou plusieurs fois. Parlons maintenant des changements liés au week-end de Grand Prix eux-mêmes, et on va commencer par les qualifs. Un léger changement mais qui reste important, on passe de 20 à 22 pilotes, donc forcément les séances de qualif vont évoluer un petit peu. Du coup maintenant à la fin d'une Q1 de 18 minutes, on aura 6 éliminés contre 5 avant, à la fin des 15 minutes de Q2, on aura 6 éliminés aussi, et la Q3 de maintenant 13 minutes comportera toujours 10 voitures. C'est tout pour les qualifs, mais il faut qu'on parle des départs. La procédure va aussi évoluer puisque vous l'avez vu avec les nouveaux moteurs, on doit limiter le turbo lag, et donc faire tourner le moteur plus longtemps qu'avant sur la grille. Sinon, on l'a vu pendant les essais, c'est un peu cata. J'ai tout expliqué à la fin de cette vidéo, mais l'absence du MGUH enlève une capacité à faire chauffer le turbo. Du coup, ce qui va se passer, c'est que les pilotes vont recevoir un signal une fois que la dernière voiture sera installée sur la grille, et à partir de ce moment-là, ils auront 5 secondes pour faire chauffer les turbos avant que le premier feu ne s'allume. Va falloir suivre ça, ça va être hyper intéressant et j'espère pas trop chaotique. Un dernier truc qui concerne les règles de cette saison, les gars, c'est que les équipes bénéficient en 2026 d'un budget de cap plus élevé. Tous ces changements ont évidemment amené des dépenses considérables pour les équipes. Du coup, on passe de 135 millions de dollars à 215 millions de dollars. Pareil pour le budget de cap moteur qui passe de 95 millions de dollars à 130 millions de dollars cette année. Évidemment, c'est logique. Voilà pour cette passe sur les nouvelles règles. On passe à la hiérarchie ou quoi? Qui sera devant? C'est la question que tout le monde se pose avant ce début de saison 2026. Et c'est une question hyper excitante, les gars, parce que si on a une idée de l'ordre établi, grâce à la nouvelle réglementation, en soi, tout est possible. Au moment où je vous parle, seuls les essais de Barcelone et Bahreïn nous permettent de situer cet ordre, alors que les équipes ont encore beaucoup travaillé sur les 2 dernières semaines. Bon, parlons vrai, les gars. Quelles sont les forces en présence en ce début de saison? Eh bien, il semble y avoir un consensus autour d'une certaine hiérarchie. Je vous en parle plus tard dans le détail, mais déjà Aston Martin serait au fond du seau, et restez pour la partie que je leur ai dédiée parce qu'il y a moyen que ce soit beaucoup plus chaud que vous pensez. Après, on aurait Cadillac qui a fait du bon boulot à Bahreïn et qui semble fiable, et qui doit bien commencer quelque part. Williams suivrait avec ses soucis de poids et son retard, devant VK, pour qui je crois savoir que la perf est compliquée à trouver. Je mets Audi P7 derrière AC Alpine, qui pour moi sont assez largement devant les Allemands. A priori, vous avez votre midfield, même si j'avoue, je suis pas très serein sur l'ordre. Et puis, il y a un consensus qui dit que les 4 top teams resteraient les mêmes. Donc Mercedes, Ferrari, McLaren et Red Bull, on ne sait pas vraiment dans quel ordre, même si de ce qu'on a vu aux essais, ça serait celui-là. D'ailleurs, personne n'a voulu s'avancer sur la perf, et on a vraiment vu pas mal de sandbagging pendant les essais, du coup, impossible de savoir qui est devant. On saura ça ce week-end, évidemment. Pour rentrer un peu dans le détail, on a vu une équipe Red Bull plutôt rassurante avec son package et son moteur, qui ont montré beaucoup de fiabilité contre toute attente. Max Verstappen qui n'aime pas cette réglementation de ce qu'il dit, et un Isaac qui s'est plutôt bien acclimaté. Aussi, Red Bull a impressionné dans sa gestion de l'énergie, ce qui pourrait être hyper intéressant pour eux pendant les Grands Prix. McLaren, c'est un peu compliqué de dire. Ils ont eu quelques soucis et ne semblent pas être l'équipe à battre, mais on connaît leur capacité à faire des bonnes voitures, et ils ont le moteur Mercedes qu'ils vont pouvoir mettre à fond pendant les courses. Ils n'avaient pas la dernière spec pendant les essais. Après, leur souci a priori, c'est qu'ils sont une équipe cliente pour le moteur, et donc ils n'ont pas autant de marge que Mercedes dans un premier temps. Ça, je l'ai expliqué plusieurs fois dans mes dernières vidéos. Ferrari, de son côté, a montré de très belles choses à tous les niveaux, beaucoup d'innovations et une qualité qui a l'air énorme sur les départs. On ne sait pas vraiment ce que ça va donner,
et possible qu'ils soient pas loin de la victoire. En tout cas, leur préparation semble vraiment avoir été bonne. Enfin, Mercedes semble être l'équipe à battre au vu de ce qu'ils ont produit. La voiture est stable, fluide, et s'ils ont des soucis de fiabilité sur le moteur, c'est eux qu'on attend devant. Ils sont accusés d'avoir fortement caché leur jeu pendant les essais. On va enfin savoir s'ils sont autant au-dessus que tout le monde le dit. D'ailleurs, en ce qui concerne le moteur et le scandale qui les concerne, les gars, il y a eu des avancements. Je vous avais parlé d'un vote pour modifier le contrôle du taux de compression. Mais il a été favorable à un changement et ça arrivera beaucoup plus tôt que prévu. On parlait initialement d'après la Hongrie, ça entrera en vigueur le 1er juin entre le Grand Prix du Canada et celui de Monaco. On contrôlera donc le taux de compression à chaud et à froid, mais ça ne sera fait qu'à chaud en 2027, ce qui est important pour les rivaux de Mercedes. Donc voilà, je ne vais pas trop me projeter sur la hiérarchie exacte de la saison puisqu'on va vraiment le savoir que dimanche soir, mais au moins vous avez une petite tendance de ce qui nous attend en Australie. Vous voyez ça comment vous ? Aston Martin pourrait vivre un Grand Prix terrible. Je ne vais pas passer par 4 chemins. Il est possible que l'écurie fasse abandonner ces deux voitures avant même le départ de la course. Et oui, ce qui se dit de leur côté, c'est que le moteur Honda ne serait tout simplement pas assez fiable pour faire toute la distance d'un Grand Prix. Alors je vous dis qu'ils arrêteraient à la fin du tour de formation. En vrai, tout est possible et j'imagine qu'ils vont essayer de faire plus. Parce que la vérité, les gars, c'est qu'ils ont besoin de rouler. Donc il va falloir qu'ils essaient de trouver le meilleur équilibre pour aller chercher des données sur la piste sans cramer le moteur et en faisant en sorte que les pilotes comprennent un minimum la voiture. Alors évidemment, c'est pas idéal. Les gars, le programme d'Honda, il a été coupé après 6 petits tours lors du dernier jour d'essai à Bahreïn. C'est lunaire. Alors ils ont identifié qu'il y avait un problème au niveau de la batterie et en soi ils ont bossé dessus, mais la réalité c'est que c'est pas clair chez eux et qu'au moment où on se parle, ils ne peuvent pas rouler normalement. Le pire c'est qu'on va savoir pendant le week-end s'ils peuvent participer ou pas à la course. Le run le plus long qu'ils ont fait avec cette voiture, c'est 14 tours et le moteur avait lâché au bout de 23. C'est la cata. Là, à cause de leurs problèmes, le moteur va devoir être limité en termes de perf en plus. Ça va être très compliqué à gérer pour eux. D'ailleurs, ils ont bien confirmé qu'ils rouleraient moins à Melbourne. Et ils ont expliqué qu'ils souffraient d'énormes vibrations qui perturbaient non seulement les éléments de la voiture, mais aussi les pilotes. Je cite ce qui a été dit de leur côté. Fernando Alonso estime qu'il ne peut pas faire plus de 25 tours consécutifs avant de risquer des dommages nerveux permanents aux mains. J'ai jamais entendu un truc comme ça. Vraiment, s'ils font ce que je vous ai dit au début, c'est-à-dire abandonner après le tour de formation, le moins qu'on puisse dire, c'est que ça va être gênant. Et la réalité, c'est que ça concerne Melbourne, mais aussi la Chine, puisqu'on commence par un double header. C'est hyper chaud, les gars. Il va falloir les suivre attentivement ce week-end, parce que logiquement, ils sont sous grosse pression. Sous pression ce week-end aussi, Williams. Pour des raisons évidentes aussi, les gars, puisqu'ils étaient P5 à la fin de la saison dernière et qu'ils sont aujourd'hui en difficulté, je vous l'ai dit. En fait, c'est une équipe qui était largement en progression depuis l'arrivée de son team principal, qui a vocation à redevenir ce qu'elle était avant, mais qui semble en ce début de saison ne pas répondre aux attentes qu'on avait placées en elle. Ils ont eu un sérieux contretemps en ne se présentant pas à Barcelone pour les premiers essais. La voiture a mis du temps à passer les crash tests de la FIA. Elle serait en surpoids. C'est chaud quand tu sais qu'ils ont basculé leurs ressources sur 2026 très tôt en 2025. Alors ils ont bien roulé à Bahreïn puisqu'ils ont fait le 3e kilométrage. Ils disent que leur absence à Barcelone ne leur a pas miné le moral, mais je peux pas m'empêcher de penser que ça va être compliqué pour eux dès l'Australie. Les gars, faut bien se dire qu'ils voulaient être top 4 en termes de perf dès le début de saison 2026. On est bien loin. Alors ils sont portés par l'exemple de McLaren qui est aussi une équipe cliente et qui a réussi à passer de la dernière à la première place en 2 ans. Et en vrai, ils peuvent, mais c'est vrai qu'ils arriveront à Melbourne avec un poids sur les épaules. Je pense néanmoins qu'ils vont être intéressants à observer. Il vous a manqué Jean-Michel, hein ? Je sais. En vrai, c'est impossible de faire des prédictions avant un Grand Prix aussi incertain. Et vous savez quoi ? Je vais tenter ma chance quand même. Jean-Mi est bouillant avant ce début de saison. J'espère que vous aussi. C'est parti. Le sponsor de cette vidéo, évidemment et comme d'habitude, c'est Winamax. Et aujourd'hui, Jean-Michel Prédiction te propose tout simplement la meilleure offre sur la Formule 1 en France. Jean-Mi et Wina, tu le sais, c'est imbattable since 2022. Tu cliques sur le lien en description et tu profites de notre offre incroyable. Winamax te rembourse ton premier pari en cash s'il est perdant dans la limite de 100 € et t'offre un bonus supplémentaire de 10 € en cash aussi avec le code LUCAS10. Donc par exemple, tu crées ton compte, tu déposes 100 € en entrant le code LUCAS10 pour toucher les 10 € de bonus, tu places ton premier pari et s'il est perdant, Winamax te rembourse dans la limite de 100 €. C'est valable pour tous les sports dispo chez eux, donc la F1, le foot, le tennis, ce que tu veux. Vous l'aurez compris, ça aide beaucoup la chaîne aussi. Donc pour ceux qui avaient envie de parier et qui se sont inscrits, merci beaucoup. Évidemment, je vous mets tous les liens en description. Et ce week-end, les gars, j'ai juste envie de me faire plaisir en fait. Vu que c'est impossible de vous dire ce qui va se passer, même si effectivement, j'avoue, on a des petits indices, eh ben je vais vous proposer un truc que j'ai envie de voir. Messieurs, dames, ce week-end, un pilote va faire quelque chose que vous attendez tous. Il s'agit d'un grand pilote, d'une légende vivante, qui va vous éblouir et vous donner de l'espoir. Et oui, ce week-end à Melbourne, c'est Lewis Hamilton qui va monter sur le podium. Vous l'aurez entendu ici en premier. Je tourne maintenant en œil aux côtes. Pour la victoire, c'est Russell qui est devant selon les bookmakers. Suivent Max et les deux Ferrari. Vous noterez que les McLaren sont un peu en retrait. Pour le podium, Lewis n'est pas si loin. En tout cas, il est devant Antonelli, les deux McLaren aussi. Je te rappelle que si t'es pas majeur, tu n'es pas concerné et que le mieux pour gagner de l'argent, c'est de trouver un travail. Toute la saison dernière, je vous ai proposé de participer à un concours pour vous faire gagner 2 places sur un Grand Prix européen cette année. Et bien, on a fait le tirage au sort. Et le gagnant est Quentin Gube, 2168. Bravo à toi, tu vas te régaler. Du coup les gars, on va recommencer cette année avec un concours.
Tout simplement parce que ça me fait plaisir de vous régaler en fait. Pour participer, c'est simple, vous me faites votre prédiction en commentaire, j'en sélectionne 2 par preview que j'affiche dans la preview suivante, et à la fin de l'année, je tire au sort un gagnant parmi ceux qui ont été affichés, ce qui fait une chance sur 48 de gagner un super cadeau. J'ai pas encore décidé de ce que serait le cadeau de cette année, je vous tiens au courant. À vos claviers. Peut-être qu'aucun pilote avant lui n'avait été aussi attendu en Formule 1. Parce qu'il arrivait d'un championnat qui piquait la curiosité, parce qu'il arrivait d'Amérique et parce qu'il portait un nom mythique. En 1996, Jacques Villeneuve n'a jamais couru en F1. Pourtant, son arrivée porte une hype inédite. Et pour comprendre cette excitation, il faut revenir en 1993. Cette année-là, Nigel Mansell quitte la F1 pour l'IndyCar, et soudain, l'Amérique devient crédible aux jeux de la F1. Avant, c'était un petit peu plus compliqué. 2 ans plus tard, Jacques Villeneuve explose. Il gagne les 500 miles d'Indianapolis, il est champion d'IndyCar, et il débarque en 96 directement dans la meilleure voiture du plateau, la Williams. Mais Jacques Villeneuve n'est pas qu'un palmarès. Il est aussi le fils de Gilles Villeneuve. Un héritage immense, des attentes énormes. Et en face, un autre séisme. Michael Schumacher arrive chez Ferrari. Sans le savoir, la F1 vient d'entrer dans une nouvelle ère. Melbourne, 1996. Nouvelle saison, nouveau circuit. C'est la première à Melbourne. Et dès les qualifs, Villeneuve choque tout le monde. Pole position pour sa toute première course. Incroyable. Il mène le Grand Prix, se bat avec Damon Hill, puis la F1 rappelle sa cruauté. Fuite d'huile à quelques tours de l'arrivée, on lui demande de lever le pied. Deuxième de la course. Ça fait mal, mais ce jour-là, une chose est claire. Jacques Villeneuve n'est pas qu'une promesse, il est déjà une menace pour les plus grands. Et son titre de l'année suivante le confirmera. Parlons un peu du circuit de Melbourne, l'Albert Park. Au calendrier depuis 93, il est fait de routes qui existent à l'année, avec un décor assez sympa, puisque comme son nom l'indique, il se trouve dans un parc. À Melbourne, il y a beaucoup de bosses, souvent ça glisse. À noter que c'est l'un des circuits les plus rapides du calendrier. 230 km/h de moyenne quand même. On fait un tour ou quoi? C'est parti dans la ligne droite des stands qui est une zone SM, donc ligne droite pour l'aéro, donc straight mode. Au numéro 1, sur le freinage, on descend en 5 sans perdre trop de vitesse, et on saute sur les gaz directs pour repartir sur le vibreur du 2. Là, c'est à fond dans cette longue courbe qui est normalement une route. Vous voyez les pointillés. Au 3, attention, c'est un virage à 90 degrés où ça peut dépasser. On arrive ensuite sur le célèbre virage 5 qu'on prend en 4 et duquel il va falloir sortir très vite. Un léger virage à droite dont il faudra sortir parfaitement pour la suite. On entre maintenant dans la plus longue pleine charge de ce circuit. Donc là, c'est à fond jusqu'au 9 où on va descendre en 6, remonter sur les gaz, passer la 7, tourner sur le virage 10 et accélérer à fond pour profiter de l'aéromobile une nouvelle fois. Au bout, gros freinage avec un nouveau virage à 90 degrés. On pousse jusqu'au 12 et là, attention parce que les 2 derniers virages se négocient à basse vitesse. La traction sera importante pour bien sortir du 14. On passe la ligne de détection pour l'overtake au moment du dernier virage et c'est la fin de ce tour. La météo de ce Grand Prix. Vendredi, il fera assez frais avec des éclaircies. Samedi, il fera pas hyper chaud non plus et nuageux. Et dimanche, il fera légèrement plus chaud avec du soleil. Le programme du Grand Prix d'Australie. Vendredi à 2h30 du matin, on aura les FP1 et à 6h les FP2. Samedi à 2h30 à nouveau, ce sera les FP3 et à 6h les qualifs. Et dimanche à 5h, le Grand Prix. Pour ma part, ce week-end, vous le savez, si vous me suivez sur Instagram, je suis sur place. Donc je ne serai ni en plateau chez Winamax, ni aux commentaires du Grand Prix. Abonnez-vous à mon compte Instagram pour découvrir les coulisses incroyables de cet événement. On se voit pour le débrief. Voilà, merci à tous de m'avoir écouté. J'espère que cette vidéo vous a plu. Laissez-moi un pouce bleu, dites-moi en commentaire ce que vous pensez qui va se passer ce week-end. N'oubliez pas d'aller voir mes dernières vidéos que vous n'auriez pas vues. Dites-moi tout et on s'abonne. Allez, ciao!